Et si, du jour au lendemain, l'Afrique décidait que sa valeur ne se compte plus en dollars ou en euros, mais dans la force de ses propres mains? Imaginez un instant ce bouleversement, le réveil d'un continent qui, après des siècles d'injustice, décide enfin de fixer lui-même le prix de son avenir. Bien avant la naissance du billet vert ou de la monnaie unique européenne, l'or africain scintillait déjà sous le soleil. Ce métal précieux, arraché à la terre au prix de 1000 souffrances, circulait de village en village. À cette époque, un bracelet d'or pouvait acheter des troupeaux, sceller des alliances ou honorer les ancêtres. L'histoire raconte que dans l'empire du Ghana, plus d'un millénaire avant notre époque, l'or était si abondant que les rois couvrirent leurs chevaux de plaques dorées. Cette richesse, transmise de père en fils, ne devait rien à l'Occident et ne craignait aucune crise lointaine. Mais l'histoire, cruelle, a imposé un autre récit. Des siècles de pillages, de traités biaisés et de dettes sans fin ont transformé ce trésor en mirage. On se souvient du voyage de Mansa Moussa, empereur du Mali, qui parcourut le désert jusqu'au Caire, distribuant tant d'or que le prix du métal baissa sur les marchés du Moyen-Orient pendant plus de 10 ans. Mais chaque étape de la colonisation a arraché ce patrimoine, laissant au peuple d'Afrique la poussière des mines et la morsure de la pauvreté. À chaque signature, à chaque aide du Fonds monétaire international, le continent s'est vu confisquer ses espoirs, jusqu'à douter de sa propre force. Au Burkina Faso, pourtant, un jeune capitaine nommé Ibrahim Traoré a lancé une idée aussi simple que radicale. La valeur d'un peuple n'a plus à se négocier ailleurs. Il n'a pas organisé de grands discours, ni menacé de faire parler les armes. Il a simplement glissé, à l'ombre, une question à ses voisins du Mali, du Niger, de la Guinée. Et si nous disions non à la tutelle invisible du dollar et oui à notre or, notre vraie richesse? Ainsi, dans le silence d'une pièce sans témoin, est né un pacte secret. Une alliance discrète, forgée entre frères africains. Plus jamais notre avenir ne sera défini par d'autres. Plus jamais nos ressources ne serviront à garantir la dette d'autrui, pendant que nos enfants manquent de tout. Cette décision rappelle les révolutions silencieuses qui ont changé l'histoire, comme le pacte d'indépendance des États-Unis, signé en secret à Philadelphie, ou encore la création de la Banque d'Angleterre qui a bouleversé l'économie européenne. Au début, le monde a souri, moqueur. Qui miserait sur une révolution monétaire venue d'un pays enclavé, absent des grands écrans financiers? Mais le rire a laissé place à l'inquiétude. Car dans le frémissement d'un bloc or africain, les analystes occidentaux ont perçu la menace d'un séisme. Si l'Afrique s'émancipe de la monnaie étrangère, c'est tout l'édifice économique mondial qui vacille. Rappelons-nous la crise de la livre sterling dans les années 70, quand une monnaie jugée inébranlable a vacillé sous la pression d'un monde changeant. Ou encore la naissance de l'euro, qui a bouleversé le commerce international. Le pari est immense. Si l'Afrique échoue, elle restera prisonnière de la dette et de la dépendance. Mais si elle réussit, elle réinventera la valeur, la dignité et le destin de millions de femmes et d'hommes. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est moral, social, civilisationnel. Comment alors un pacte né dans l'ombre du Burkina Faso a-t-il pu faire trembler la finance mondiale? Pour répondre, il faut comprendre le contexte qui a rendu possible cette révolution silencieuse. Avant d'aller plus loin, replongeons dans l'histoire tourmentée de la monnaie africaine. Car comprendre les racines de la dépendance, c'est saisir l'ampleur du défi qui attend ce nouveau bloc d'or. Regardons le franc CFA, créé en 1945 par la France. Pendant des décennies, cette monnaie a imposé aux pays africains une politique monétaire décidée à Paris, bridant leur développement. Des générations entières ont grandi dans l'ombre de cette tutelle, voyant leurs exportations taxées, leurs réserves gérées à distance. Pourquoi l'Afrique, depuis tant de décennies, n'a-t-elle jamais vraiment possédé sa propre monnaie? Pourquoi la richesse qui naît sous ses terres fuit-elle toujours, avant même d'effleurer les mains de ses enfants? L'histoire monétaire du continent s'écrit dans l'ombre d'une dette perpétuelle. Elle prend racine dans les couloirs feutrés du Fonds monétaire international, puis germe dans les contraintes qui étranglent l'autonomie.
On emprunte pour survivre, on rembourse pour exister, on recommence l'année suivante. Les intérêts s'accumulent, la dette ne meurt jamais. Prenons l'exemple du Nigeria, premier producteur de pétrole africain. Malgré des revenus colossaux, le pays a longtemps été prisonnier de la dette extérieure, consacrant une grande part de son budget au remboursement, au détriment de l'éducation ou de la santé. Pendant ce temps, la monnaie qui circule à Abidjan, à Bamako ou à Niamey n'est même pas née sur le continent. Elle prend vie ailleurs, dans des banques parisiennes, sur des rotatives européennes. Chaque billet porte la trace d'une soumission muette, celle d'un système où l'Afrique doit toujours demander la permission d'échanger, d'investir, de rêver. C'est comme si, à chaque transaction, les Africains devaient payer un tribut invisible à d'anciens maîtres. Mais ce mécanisme dépasse les chiffres et les contrats. Il est l'héritier d'un engrenage ancien, l'extraction séculaire des richesses africaines. Or, pétrole, cacao, coton, tout s'en va contre la promesse d'une stabilité monétaire qui, en vérité, ne profite qu'aux puissants d'ailleurs. À chaque cycle, le continent donne et on lui rend l'illusion d'une prospérité sous surveillance. Rappelons-nous le commerce triangulaire. Pendant des siècles, l'Afrique a exporté des millions de vies et des tonnes de matières premières, recevant en échange des pacotilles, puis des dettes, et enfin des promesses jamais tenues. Mais les peuples voient, ressentent, s'épuisent. Dans les rues, sur les marchés, dans les foyers, la fatigue devient colère retenue. L'idée que l'Afrique décide pour elle-même n'est plus un rêve, mais une urgence. Les jeunes refusent d'hériter de la pauvreté. Les anciens murmurent que ce n'est pas ainsi que les ancêtres vivaient, ni que l'on construit la dignité. C'est au cœur de cette lassitude que naissent les premiers murmures. À Ouagadougou, à Bamako, à Conakry, des voix se rassemblent autour d'un pacte inédit. Il ne s'agit plus de lier la valeur de la vie africaine aux caprices du dollar ou de l'euro, mais à un bien qu'aucun empire ne peut créer ni dévaluer à volonté. L'or, ancien, incorruptible, universel. L'or, cette matière qui a traversé les millénaires sans perdre de son éclat, devient le symbole d'une renaissance possible. Comprendre ce mécanisme, c'est saisir comment chaque choix monétaire façonne la liberté ou l'asservissement d'un peuple. Chaque billet imprimé loin d'ici forge une chaîne de plus. L'Afrique n'a jamais perdu sa richesse. Elle a perdu le contrôle de la mesure, l'étalon qui dit ce qu'elle vaut. Mais un homme, au Burkina Faso, va oser briser ce cercle. Ibrahim Traoré trace une nouvelle voie, et le monde retient son souffle. Quand l'Afrique se lève, les puissants frissonnent. Qu'est-ce qui les effraie autant? À Washington, à Paris, à Londres, la nouvelle du bloc or africain tombe comme un uppercut silencieux. Dans les salons capitonnés, les stratèges de la finance mondiale sentent leur monde vaciller. Les regards pâles s'échangent au-dessus de dossiers estampillés urgents, chaque ligne trahissant une inquiétude mal contenue. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les chancelleries occidentales, la fébrilité gagne tous les quartiers généraux. Ce qui était une rumeur devient certitude. L'Afrique n'obéit plus. Dans les couloirs feutrés, un mot fuse. Contentement. Isolé, étouffé, discrédité, coûte que coûte. Des notes confidentielles circulent. Les réunions de crise s'enchaînent. Leur plan? Ressortir la vieille panoplie coloniale face à cette idée neuve. Promettre des aides. Évoquer des milliards. Mais exiger en échange l'abandon de l'or. Chaque offre cache une chaîne invisible. Cette stratégie rappelle la guerre économique menée dans les années 50 contre l'Iran, lorsque le Premier ministre Mossadegh osa nationaliser le pétrole. L'Occident répondit par des blocus, des sanctions, puis un coup d'État. Dans les médias occidentaux, la machine de décrédibilisation s'emballe. On souffle le doute. Populisme, amateurisme, danger. Les experts défilent pour marteler que l'Afrique n'est pas prête, que l'or est dépassé, que la stabilité exige la soumission. En clair, rester sous tutelle. Cette rhétorique a déjà été entendue lors de la naissance de l'euro, lorsque beaucoup affirmaient qu'aucune union monétaire ne pouvait survivre sans le dollar. Mais le récit déraille. Des fuites éclatent, enregistrements confidentiels,
documents internes du FMI exposent la véritable angoisse des décideurs. Le public découvre que le containment est avant tout une réaction de panique. Sur les réseaux africains, ces révélations flambent. Les hashtags N hors africain et Pidzi souveraineté monétaire se répandent comme une traînée de poudre, et les débats s'enflamment sur les places publiques et virtuelles. Peu à peu, la rue comprend. Ce n'est plus le discours d'élites isolées, mais celui du peuple, des marchés, des jeunes, des anciens. Un réveil s'opère, la conscience d'une force collective longtemps étouffée. Les débats s'animent, les pancartes fleurissent, on chante, on rêve. Pour la première fois depuis des décennies, l'indépendance n'est plus un slogan, mais une promesse vivante. Cependant, le danger rôde. L'histoire le sait. Chaque fois que l'Afrique a voulu s'émanciper, la riposte fut brutale. Embargos, pression, tentative de coup d'État, tout est envisageable pour étouffer la rébellion avant qu'elle ne se propage. On se souvient du destin tragique de Thomas Sankara, assassiné après avoir voulu rendre à son peuple la maîtrise de sa destinée économique. Mais cette fois, le bloc or a pris racine dans le réel. Même la peur n'arrive plus à l'arracher. Mais un nouveau défi se profile à l'horizon. Le continent saura-t-il transformer cette énergie en véritable changement? L'heure est venue de choisir entre l'ancien joug et une liberté à inventer. Et si l'or devenait la braise d'une renaissance africaine? Imaginez, au cœur de Ouagadougou, femmes et hommes déposent leur or dans les mains de l'État. Un geste humble, mais une déclaration d'indépendance. Chacun remet une part de son histoire, persuadé que cette richesse restera désormais sur la terre africaine. Les fils s'étirent devant les comptoirs, formant une procession de mémoire et de confiance retrouvée. Ce scénario rappelle la création de la Banque centrale américaine, où les citoyens étaient invités à échanger leur or contre des certificats, établissant ainsi la première base de confiance nationale. Bientôt, les effets dépassent toute attente. Sans attendre l'aval du FMI ou l'approbation des puissances étrangères, le pays lance ses propres chantiers, financés par cet or devenu pilier d'une nouvelle monnaie. Routes, écoles, hôpitaux, tout s'élève sans emprunter à Paris, à Londres ou à Washington. L'agriculture et l'artisanat prospèrent, dynamisés par une monnaie qui inspire fierté et sécurité. Les marchés locaux renaissent, la spéculation s'efface, la stabilité s'ancre. Les enfants apprennent que la richesse naît du travail et de la dignité, non de l'aumône internationale. Mais ce n'est qu'un début. Une vague d'expatriés, jadis dispersés entre Paris, Montréal et Dubaï, choisit de revenir. Architectes, médecins, ingénieurs. Tous veulent abattre sur une terre désormais affranchie du joug monétaire. Ce retour massif insuffle une énergie neuve, un élan collectif qui balaye le fatalisme. On ne part plus pour réussir. On revient pour transformer. Les conversations changent, les regards aussi. Même la diaspora commence à rêver, à voix haute, d'un retour possible. Rapidement, l'exemple burkinabé fait écho. Le Mali, puis la Guinée, le Niger, suivent, chacun adaptant le modèle à sa propre histoire. L'Afrique de l'Ouest devient le laboratoire d'une souveraineté retrouvée, sous les yeux ébahis du reste du monde. D'autres nations africaines observent, hésitent, puis osent. Au lieu d'attendre la validation extérieure, elles deviennent des phares d'inspiration. En quelques années, l'Afrique n'imite plus. Elle innove, elle inspire, elle montre qu'on peut briser le cycle de la dépendance. Mais le pari est immense. Si la révolution réussit, l'Afrique pourrait devenir le symbole mondial de la souveraineté monétaire, capable de bouleverser les règles du jeu international. Mais l'échec serait cuisant. Une désillusion profonde, peut-être plus lourde encore que les chaînes du passé. Car cette fois, la promesse ne vient pas d'ailleurs, mais du peuple lui-même. Cependant, toute révolution attire ses résistances, même au cœur de la nation. Certains voient dans ce mouvement une menace pour leurs privilèges. Dans l'ombre, les premières lignes de fracture apparaissent. Les élites liées aux anciens réseaux, les bénéficiaires des contrats léonins, tentent de freiner la marche du changement. Des campagnes de désinformation se multiplient, cherchant à convaincre la population que le retour à l'or est un saut dans l'inconnu. Ce bouleversement n'est pas uniquement une affaire d'or,
mais d'une foi profonde en sa propre valeur. Lorsqu'un peuple ose croire en lui-même, le monde entier en ressent le choc. Mais cette confiance, cette volonté de reprendre la main, doit franchir 1000 obstacles. À l'intérieur comme à l'extérieur, des voix s'élèvent pour diviser, freiner, délégitimer, parfois au nom d'intérêts masqués. Au Burkina Faso, comme dans ses nations sœurs, chaque avancée vers l'autonomie monétaire est scrutée, contestée. Les oppositions politiques se mobilisent, parfois soutenues par ceux qui craignent de voir leur pouvoir s'effriter. Les rumeurs se propagent, et certains cherchent à transformer l'espoir en doute, le changement en menace. Pourtant, la dynamique est déjà lancée. L'Afrique ne vient plus s'asseoir à la table des négociations pour quémander, mais pour proposer. Elle ne se contente plus d'offrir ses ressources. Elle impose désormais une vision, une exigence d'équité, de respect et de transparence. Les nouveaux accords ne se négocient plus à genoux. Les pays africains n'acceptent plus les contrats léonins. Ils refusent les promesses floues et réclament une égalité réelle. Un pays comme le Burkina Faso peut dire non, et cette parole a un poids que nul ne peut ignorer. On observe déjà, dans certaines négociations minières, des clauses qui imposent le transfert de technologies, l'emploi local, des redevances directes versées au trésor public. Ce souffle d'indépendance franchit les océans. En Amérique latine, en Asie, même en Europe, des mouvements s'inspirent de cette renaissance. Partout, des peuples s'interrogent. La vraie richesse, ne serait-ce pas d'abord la dignité retrouvée, celle qu'aucune monnaie ne peut acheter? On retrouve des échos de cette quête dans le mouvement pour la dédollarisation en Russie ou en Chine, dans la volonté de certains pays d'Asie du Sud-Est de commercer en monnaie locale. La seule monnaie inaltérable, c'est la conscience de sa propre valeur. Lorsqu'une nation ose affirmer sa dignité, elle devient un exemple. Elle inspire, agace parfois, mais surtout, elle force l'attention du monde. À chaque décision, le risque est immense. Pour chaque pays, chaque communauté, la question est là. Subir encore, ou enfin écrire sa propre histoire. Choisir la crainte ou inventer la liberté. Voici la mise à l'épreuve pour chacun de nous. Croire que l'impossible d'hier n'est déjà plus qu'une étape franchie demain. Refuser que les chaînes héritées dictent notre avenir. Le monde bascule, dès lors qu'un peuple ose changer sa posture. Mais aucune victoire n'est acquise sans épreuve. Restent les menaces, les pressions, les dangers tapis dans l'ombre. Peut-on troquer l'obéissance contre l'honneur? Ou faire de la dignité une valeur plus forte que l'or ou que le dollar? Aujourd'hui, c'est ce pari risqué qui se joue sur le continent africain, et plus précisément au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré trace une ligne invisible entre soumission ancienne et souveraineté nouvelle. Depuis des millénaires, la véritable richesse de l'Afrique a été puisée dans ses entrailles, mais rarement pour le compte de ses propres enfants. L'or, la sueur, les rêves ont souvent pris la route de coffres lointains, laissant derrière eux une monnaie étrangère et une dépendance durable. Mais pour la première fois depuis plusieurs générations, l'Afrique tente de renouer avec ses propres règles, non par la force, mais par un geste discret. Choisir sa monnaie, son étalon, et refuser que la dignité se négocie sur les marchés de l'étranger. Ce mouvement n'est pas qu'une affaire d'économie. Il s'agit, au fond, de la possibilité pour tout un peuple de croire à nouveau en sa propre valeur, sans attendre la validation d'un banquier à New York ou d'un expert du Fonds monétaire international. Car le plus grand danger pour l'ordre établi, c'est un peuple qui croit en lui-même. Imaginez, la pauvreté transmise de génération en génération, lentement métamorphosée en puissance retrouvée. Le regard sur soi, sur sa terre, sur ses enfants, bouleversé simplement parce qu'on ose dire non à la peur, non à la dépendance, oui à l'audace. Et si, demain, le vrai pouvoir n'était plus de posséder de l'or, mais d'affirmer que la dignité d'un peuple vaut davantage que toutes les monnaies imprimées sous d'autres cieux? Ce que Traoré et ses alliés ont enclenché n'est pas qu'un plan financier. C'est une invitation à redéfinir la liberté, à comprendre que la souveraineté commence par un acte de foi, se croire digne de décider pour soi-même, même si le monde entier prétend le contraire. La question n'est plus de savoir si le bloc or va triompher ou échouer,
Mais si, Africains ou non, nous sommes prêts à changer notre vision de la valeur, oserons-nous à notre tour faire de la dignité la monnaie du futur? Ou continuerons-nous à échanger l'obéissance contre un honneur dissous? C'est maintenant qu'il faut agir, s'informer, débattre. Car l'histoire avance, parfois en silence, mais jamais sans retour. Alors, que chacun s'interroge. Et si le vrai miracle africain, c'était l'audace de croire, contre vents et marées, que la valeur d'un peuple ne se négocie jamais à l'extérieur, mais se forge, chaque jour, dans le cœur de ceux qui osent rêver plus grand.